La règle du jeu étant donc fixée, je commence tout de suite avec vous, Jacques Tarnero. Bonsoir. Bonjour, bonjour Pascal. Bonsoir Jacques, vous êtes chercheur, essayiste et documentariste. Vos études sur l'évolution du paysage idéologique en Europe et en France ont mis en lumière le phénomène de la pénétration islamiste au sein de la gauche et l'instrumentalisation d'Israël pour ébranler et affaiblir les repères des démocraties occidentales. Ce travail de sape mérite qu'on l'examine en profondeur. Que pouvez-vous nous dire de l'état des lieux, Jacques Tarnero? Merci Pascal. Je vais commencer par quelques mots plus privés. Il y a, je vais parler de ce que j'éprouvais à l'égard d'Israël il y a 15 ans, 20 ans, et je me disais, voilà un tout petit pays de 20 000 kilomètres carrés, entouré de peuples et de nations pas sympathiques, hostiles, agressives, et nous craignons en France, ailleurs, là où nous étions, en tout cas en dehors d'Israël, que c'était Israël le pays faible et que la France, par exemple, qui est assise sur un vieux continent avec des massifs en granit, était intouchable, inébranlable. Et donc, j'étais craintif pour Israël et je pensais que la France était robuste. Eh bien, voilà qu'aujourd'hui, je modifie mon appréciation. Je me dis que c'est Israël qui est robuste et que c'est la France qui est fragile. Ça n'a rien à voir avec l'état de, géologique des deux pays, mais je me dis que la capacité d'Israël, la capacité de résilience d'Israël, avec cette histoire, avec son histoire, et ce qui vient de se passer en mai 2001 vient de donner une leçon de démocratie. On peut penser ce qu'on veut des élections, être pour Netanyahou, contre Netanyahou, peu importe, c'est pas ça que je dis. Je veux dire qu'un vote a eu lieu, un changement de Premier ministre a eu lieu, tout ça s'est passé plutôt calmement quant aux résultats, et voilà que ça donne une grande leçon de démocratie. Tout change en Israël, rien ne change autour d'Israël. Et j'ai envie de dire, bravo la démocratie israélienne. Maintenant, je vais répondre à votre question d'une manière détaillée, même si je dois couvrir un morceau d'histoire assez long. À quoi avons-nous assisté en mai 2021 ? Le Hamas a attaqué avec des pluies de roquettes indistinctes sur le pays d'Israël. Il était l'agresseur. Son souci n'était pas la cause palestinienne, puisque les roquettes pouvaient toucher tout aussi bien des civils israéliens que des civils palestiniens arabo-musulmans. Donc il y avait, si je devais qualifier cette attaque indistincte, c'était un projet de totale destruction, un projet exterminateur. Et dans les réactions qui ont suivi, quand Israël a riposté, et a riposté grâce à sa science et à sa technologie, grâce à Dôme de fer, les dégâts ont pu être réduits. Israël a protégé ses citoyens et les citoyens palestiniens, y compris ceux qui se situaient sous l'autorité palestinienne, ils ont été protégés par Dôme de fer. Et malgré cela, malgré cette inégalité des attitudes, qu'a-t-on entendu ? Je vais citer deux personnes du pouvoir. Le Premier ministre, Jean Castex, qui a énoncé à l'Assemblée nationale son souci, ses craintes, sa compassion pour les populations palestiniennes de Gaza. Et d'autre part, Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, qui a dit un peu plus tard, quelques jours plus tard, que si Israël continuait dans cette voie, je ne sais pas laquelle, il y avait un risque d'apartheid. Il n'y a pas de disqualification plus grave que de dire d'un État
qu'il a un régime d'apartheid. C'est la honte maximum. Et dans les rues, qu'a-t-on vu? La rue a été largement occupée, mais pas d'une manière impressionnante. 3 000, 5 000, 10 000 personnes peut-être à Paris, qui ont affiché des banderoles, entre autres, et j'insiste beaucoup sur la qualité de ces banderoles, présentant un signe égal entre la croix gammée et l'étoile juive, entre l'emblème du régime nazi et l'étoile de David. Cet affichage est une obscénité majeure, et le monde occidental s'en est accommodé. Ces gens-là ont pu défiler dans les rues en soutien à qui? À la population palestinienne? Au Hamas. Le Hamas a été présenté comme le mouvement, de la part de ces gens-là, de résistance contre l'agresseur israélien. Et voilà, schématiquement, rapidement, un renversement des signes qui est terrifiant. Qu'un groupe, le Hamas, dont les origines idéologiques vont puiser ses sources dans l'idéologie nazie. Il suffit de lire la charte du Hamas pour comprendre que le Hamas n'a pas un projet de libération de la Palestine, il a un projet de destruction d'Israël. Et la question qu'on peut se poser, je l'aborderai aussi un peu plus tard, au fond, quel est le désir numéro 1 chez les Palestiniens? Est-ce que c'est avoir un État? Un État, après tout, Gaza a été évacué en 2005. Entre 2005 et 2021, la direction du Hamas, ou quelle qu'elle soit d'autres, aurait pu bâtir un État, construire des écoles, construire des hôpitaux, construire des routes, aménager, montrer une volonté puisqu'ils étaient libres de toute présence israélienne. Eh bien non, ils ont utilisé l'argent colossal des aides internationales pour creuser des galeries, je ne vous apprends rien, et installer des rampes de lancement de roquettes en direction d'Israël. Ceci prouve cela, et que dans les chancelleries occidentales ou dans les mouvements, entre guillemets, progressistes en Europe, on considère cela comme la vérité idéologique de ce mouvement qui serait qu'il serait progressiste, émancipateur et invraisemblable. Mais ça marche. Ça marche et il faut essayer de comprendre pourquoi ça marche. Pourquoi en France, il y a cette crainte d'appeler les choses par leur nom, de nommer l'idéologie du Hamas, de le dire. Et dans la presse, il y a eu un seul texte, une seule pétition, dont un groupe d'amis et moi-même sont à l'origine, publié dans le Figaro, pour dire que ce qui menaçait Israël menaçait les démocraties occidentales. Que ceux qui menaçaient Israël on a été pas très nombreux. Il y a eu 80 intellectuels universitaires qui ont signé ce texte. Et ça n'a pas été évident de pouvoir le publier. Et à quelques grandes exceptions près dans la presse, dans Causeur, dans Le Figaro, dans Valeurs Actuelles, eh bien, il n'y a pas eu foule de gens à reprendre cela. Au contraire, quelques jours après, quelques semaines après la publication de ce texte dans Le Figaro, il y a eu un papier dans Le Monde qui présentait les dessous de cette tribune, qui se cachait derrière cette tribune. Et alors, je vais aussi très vite pour décrire les choses, c'était à l'initiative de gens qui soutiennent l'extrême droite israélienne. Et citant Bat Ye'or, William Goldnadel, et surtout Bat Ye'or et William Goldnadel comme des tenants de l'extrême droite juive favorable à l'extrême droite israélienne. Il n'y a pas de locution plus disqualifiante en France aujourd'hui de dire « ha ha ha,
Il y a l'extrême droite là en dessous. L'extrême droite, c'est Pétain, c'est Vichy, c'est l'horreur, c'est l'épouvante. Voilà un commentaire sur le contenu de ce texte. Qu'est-ce que nous disions? Quels étaient nos arguments? Rien du tout, aucune analyse. Uniquement une procédure de disqualification de la qualité supposée des auteurs de ce texte. Comment en sommes-nous arrivés là? Je vais essayer d'aborder l'histoire des causes de ce renversement. Je vais aller rapidement aussi. Je vais prendre 3 dates. 1945-48, la fin de la Seconde Guerre mondiale, 48, la naissance d'Israël, 1982, la première guerre du Liban, et puis 2000, la seconde intifada. À la fin de la guerre, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Juifs et l'État qu'ils bâtissent portent l'étiquette valeureuse des victimes du nazisme et des héros frugaux d'un État frugal qui se nomme Israël et qui naît dans les conditions de la guerre. Israël a la sympathie du monde. Israël a la sympathie de la gauche. En particulier, il est reconnu à la fois par l'Union soviétique et par l'Amérique simultanément. Et puis, il y a la guerre de 1967. Et voilà que l'État des victimes devient l'État des vainqueurs. Alors, on aime s'apitoyer sur les victimes et on n'aime pas trop les vainqueurs. Voilà que l'État faible est devenu fort. Qui plus est, il est conquérant. Il conquiert des territoires qui n'appartenaient pas au plan de partage de 1947. Il conquiert Jérusalem et non pas il libère Jérusalem. On oublie le passé et on oublie que dans la tradition juive, il y a cette parole répétée depuis 3000 ans, l'an prochain à Jérusalem. Comme si Jérusalem était une ville étrangère à l'histoire juive. Je continue. À partir de 1967, je vais dire que le statut symbolique de l'État d'Israël change. Il n'est plus plaint, il est craint. Il est admiré, mais il est craint. Il y a les autres guerres, la guerre de Kippour, j'accélère, et surtout la première guerre du Liban, 1982. 1982, je vais citer un seul titre, un titre de témoignage chrétien au moment où il y a le siège de Beyrouth. C'est les Palestiniens dans Beyrouth comme les Juifs dans le ghetto de Varsovie. Ce titre obscène, car à Varsovie, il n'y a jamais eu la flotte française qui est venue évacuer les Juifs. Par contre, la flotte française est venue pour évacuer Arafat. Mais le sens symbolique de ce titre, c'est faire des Palestiniens les nouvelles victimes. Si les Palestiniens sont dans Beyrouth comme les Juifs sont dans le ghetto de Varsovie, qui est le nazi? Le nazi, c'est bien évidemment ceux qui font le siège de l'OLP à Beyrouth, c'est-à-dire Israël. Les choses vont continuer à l'identique jusqu'à l'an 2000 avec le déclenchement de la seconde intifada. Je renvoie aussi à cette image hautement symbolique, cette phrase hautement symbolique d'une éditorialiste d'Europe numéro 1 en 2000 à propos de la fameuse image du petit Mohamed Al-Doura. Et elle dit, cette éditorialiste, que l'image de ce petit Palestinien mort dans les bras de son père, eh bien, elle effaçait symboliquement la célèbre image du petit juif dans le ghetto de Varsovie, qui est dans tous les manuels scolaires, qui est en culotte courte, qui a les mains en l'air et qui est mis en joue par un SS. Le glissement vers la nazification d'Israël s'opère d'une manière forte dès 1982 et va culminer en l'an 2000 au moment de la seconde intifada. Et ce mouvement va continuer et il va être repris par des intellectuels, en 2002,
il y a un texte dans Le Monde, publié par Edgar Morin, qui dit Juifs, je cite de mémoire, victimes de la plus grande abominable des persécutions, font subir aux Palestiniens ce que eux-mêmes ont subi. Et alors, le fait de dire cela, le fait d'écrire cela, c'est une aubaine extraordinaire. Car pendant toute la période où, autour des années 1980, il y a eu ce qu'on a appelé le négationnisme. Les chambres à gaz n'ont pas existé, c'est une invention des Juifs. Quelle était la finalité du négationnisme? C'était de dire aux Européens, mais on n'a pas à être coupable à l'égard des Juifs, puisqu'ils ont inventé jusqu'à l'histoire de leur martyr. Mais en 2000, on dit autre chose. On dit voilà que les Juifs sont les nouveaux nazis, et puisqu'ils sont les nouveaux nazis, on a encore moins à se considérer comme coupables à leur égal. La nazification d'Israël permet de passer l'éponge sur les culpabilités européennes. Ce qu'avait commencé à être mis en place avec le négationnisme s'achève avec la nazification d'Israël. Est-ce que ça marche? Ça marche plus ou moins, mais ça progresse. Dire qu'Israël est un État nazi, c'est une position extrême de la part d'un certain nombre de personnes, mais à l'ultra-gauche, ça marche. Chez nombre d'intellectuels, même si le mot nazi n'est pas employé, vous verrez qu'il y a des leaders comme par exemple Benoît Hamon au moment des marches sur le retour des gens de Gaza, des jeunes qui voulaient franchir la frontière et qui ont été tués. Eh bien, il y a une comptabilité qu'il fait. Regardez, il y a 0 mort du côté israélien, alors qu'il y en a 150 du côté palestinien. Cela voudrait dire que s'il y avait une équivalence, un point égal, eh bien, ce serait acceptable. Et donc, les Israéliens, les snipers israéliens qui ont tué tous ces jeunes Palestiniens se sont comportés aussi comme des tueurs d'enfants, des tueurs d'adolescents. Toute la logique compassionnelle joue en défaveur d'Israël. Et j'avais envie de dire que ce qui a protégé les Juifs européens en France, c'était la mémoire de la Shoah. Tant que la mémoire de la Shoah était vivante, tant qu'elle jouait ce rôle de préciser une dette à l'égard des Juifs et d'Israël. Israël était perçu comme l'État des victimes aussi, bien que le sionisme qui a permis à Israël de naître n'est pas né de la Shoah, il faut toujours le rappeler. La mode intellectuelle aujourd'hui est à la compassion pour toutes les victimes. Black Lives Matter. Et bien évidemment, toutes ces modes idéologiques et intellectuelles qui nous viennent largement de la gauche américaine et qui promeuvent ce qui s'appelle la woke culture ou la cancel culture. On efface tout, on redistribue les cartes et on wake up, on s'éveille à un autre regard sur le monde. Quand vous prenez cette intellectuelle américaine qui s'appelle Judith Butler, qui ose dire, et qui est une féministe radicale, qui ose dire que le Hamas et le Hezbollah sont des mouvements émancipateurs, on a envie de rigoler, surtout en matière d'émancipation des femmes. Et puis voilà une nouvelle donne qui se produit aujourd'hui et qui a provoqué, j'ai écrit un article dans la revue des Deux Mondes récemment, c'est la menace iranienne, qui est aussi un aboutissement. En 1938, à la conférence de Munich, les Européens ont cru ou ont voulu croire qu'en abandonnant les Sudètes à Hitler, ils allaient avoir la tranquillité et la paix. Vous connaissez le mot de Churchill, vous vouliez la paix et je sais pas quoi, et l'honneur, eh bien vous avez obtenu le déshonneur et la guerre. Tout le monde le sait, dans les chancelleries, dans les services secrets, dans tous les pays européens, que ce que cherche l'Iran, c'est de doter de l'arme nucléaire.
et non pas avoir une énergie nucléaire. Parce que, pour une raison évidente, il développe simultanément un programme balistique, ça veut dire des fusées capables d'atteindre Israël. Donc s'il veut des fusées et s'il veut une bombe atomique, vous voyez bien vers qui il pointe ces fusées. Et voilà qu'on négocie avec cet État terroriste. Je rappelle la terroriste internationale, terroriste contre l'Europe. Il est le soutien du Hezbollah au Liban, il est le soutien du Hamas à Gaza. Il est l'État qui a armé les terroristes à Buenos Aires en 1994 dans l'énorme attentat qui a détruit les immeubles de la communauté juive argentine. Il a commis maintes et maintes attentats de par le monde. Et puis il y a eu le World Trade Center en 2001. Ça n'était pas le Hezbollah, mais c'est l'islamisme. Car nous devons tenir compte de la concurrence entre les divers courants de l'islamisme. Le courant chiite, l'Iran, le courant sunnite, Al-Qaïda et Ben Laden. Mais les deux ont un objectif prioritaire qui est la destruction de l'ennemi numéro 1 du monde musulman qui se nomme Israël. Avec un pédigré pareil, on aurait pu estimer que dire qu'on peut négocier avec cet État relève de l'illusion ou de la farce. Et pourtant, à Vienne, aujourd'hui, on négocie avec l'Iran pour le calmer. Quelle confiance peut-on accorder à un pouvoir politique qui est une dictature religieuse et qui vient de faire la preuve d'ailleurs de sa volonté de rester une dictature religieuse à travers les dernières élections qui viennent de se produire en Iran. Mais ce courant islam... Jacques, si vous m'entendez, je pense, à moins que vous ayez une conclusion, peut-être de façon à pouvoir continuer les exposés et à revenir vers vous dans la partie débat, je vous laisse rapidement conclure avant de passer la parole à notre deuxième intervenant. Très bien, très bien. La France et l'Occident a été victime des attentats islamistes. Depuis Salman Rushdie jusqu'à Daniel Pearl, en passant par tous les attentats qui ont eu lieu à Paris, en France, Charlie Hebdo, Sarah Halimi, Ilan Halimi, on voit très bien qui sont les auteurs. Mon propos, pour conclure ce premier moment, c'est de faire comprendre que ceux qui menacent Israël menacent tout l'Occident. C'est la même idéologie qui anime les tueurs, et Amédi Koulibaly, les frères Kouachi, ceux qui ont tué à l'école Hazara Torah, ceux qui ont tué Sarah Halimi, c'est la même idéologie que ceux qui bombardent Israël avec des roquettes. Et si j'avais un mot d'ordre numéro 1 à promouvoir, c'est celui-là. Ceux qui menacent Israël menacent la France. Ceux qui menacent Israël menacent l'Europe. Ceux qui menacent Israël menacent le monde. Une guerre mondiale. On pensait qu'on en avait fini avec les guerres mondiales. On pensait qu'on en avait fini avec les totalitarismes. Eh bien non. Un troisième grand totalitarisme est à l'œuvre et a déclaré la guerre à tout ce qui n'est pas lui. Ce totalitarisme, c'est l'islamisme. Jacques Ternero, merci. Vous avez parlé combien de temps? Ça va, vous avez dépassé 1 minute, on vous les redonnera en fin d'exposé, mais je crois déjà que les constats que vous avez posés sont extrêmement pertinents et importants.